Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. Always, always, always. Salut à toutes et à tous, on espère que vous avez passé un excellent week-end. Comme promis, on revient en ce lundi 27 janvier pour faire un débrief du deuxième match des NBA Paris Games entre les Pacers et les Spurs et plus largement faire un petit bilan de toute cette semaine NBA à Paris un peu hors norme avec la venue de Victor Wembanyama de San Antonio, d'Indiana bien entendu. Je suis rejoint par Shai et Antoine qui étaient aux premières loges toute la semaine, que ce soit sur les différentes activations, les événements, les conférences de presse et bien sûr les deux grands matchs qui se sont joués à la NBA Paris, la NBA Paris, tu vois, j'ai tellement pris l'habitude de mettre Paris et NBA dans une même phrase à la Paris Accor Arena, si je me trompe pas, faut s'habituer au branding. Shai, Antoine, déjà, comment ça va après ce week-end chargé, quand même, cette semaine chargée, et qu'est-ce que vous avez retenu du deuxième match, en fait, un peu globalement? Le premier, si vous deviez mettre le premier souvenir qui vous vient en tête quand vous parlez quand vous pensez à ce deuxième match, qu'est-ce qui vous vient en tête immédiatement? Alors, rien à voir avec le terrain. Ouais, oui, c'est ça. Alors, le terrain, c'est cool, on va en parler, mais bon, ce qui était amusant déjà, c'était d'être réunis parce que les gens le savent forcément, ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps. Là, on est tous un peu disséminés aux quatre coins de l'Europe, même maintenant, avec Antoine en Allemagne. Alors, Théo est quand même en région parisienne, mais bon. Sinon, on a vu Pierre Armand, on a vu Benjamin qui est au Texas. Enfin, voilà, il y avait un peu de tout, donc c'était cool de se voir et de retrouver une ambiance un peu rédaction comme on a connu à une époque quand on était tous à peu près dans le même coin. Donc ça, les souvenirs de voir les potes et les collègues, c'est quand même top. Et après, c'est cette espèce de grand cirque autour de... Alors, c'est pas négatif, hein, je dis cirque parfois de manière négative, mais tout le... Ouais, cirque, ça me paraît être un bon terme pour Victor Wembanyama parce que je me suis mis à sa place à la fin. Je m'attendais pas spécialement. Je m'attendais à le voir arriver en conf de presse après le deuxième match en étant dégoûté, peut-être un peu irrité par l'issue du match et forcément crevé par tout ce qu'il a dû faire toute la semaine. Et en fait, il était extrêmement ému. Et ça m'a un peu touché. Je me suis dit, il a vraiment aimé l'expérience. Il est très reconnaissant envers sa famille, ses proches, les Spurs, la NBA. Et je m'attendais pas particulièrement à ça, en fait. Donc, c'est une image qui me reste, c'est de le voir s'excuser d'être ému de parler de ça. De la semaine qu'il a vécue et j'ai trouvé ça assez touchant. Ouais, moi aussi, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est la présence de Pierre Armand et Benjamin, notamment parce que pendant le match avec Pierre Armand, on a fait beaucoup de blagues sur le fait que Benjamin regardait le match en direct de la cour Saint-Émilion, du métro cour Saint-Émilion ou du toit de Bercy. Il a eu la chance d'avoir les mêmes places. Non, mais sur le deuxième match, allez, si un petit truc basket, le coup de chaud de Tyrese Haliburton, c'était quand même assez impressionnant. Il y a eu d'un coup, le hit check, je pense que c'est le meilleur terme en termes d'adresse. Je crois qu'il a mis 7 paniers de suite quand même. Il a mis 16 points de suite à lui tout seul. Et il a fait un 7 sur 7, quelque chose comme ça, sur ses 18 points dans le troisième quart-temps. Ce qui, d'ailleurs, ce coup de chaud, qui a lui tout seul, un coup de chaud qui a duré peut-être 3 minutes. En 3 minutes, ça a changé la face de sa semaine, qui était pas extraordinaire à Haliburton, parce que même si tu regardes sur ce match, au-delà de ce coup de chaud, il est bon, tu vois, quand même, parce que les Pacers dominent, mais c'est pas particulièrement lui qui fait les premières différences dans le match. Et là, par contre, son coup de chaud, tu vois, ça reste une star NBA, un mec qui peut d'un coup mettre dedans comme personne d'autre. Et c'était assez beau à voir, c'était assez impressionnant. L'an dernier, on avait le coup de chaud de Mitchell, là, c'était beaucoup de choses d'Haliburton. Je crois avoir lu sur le lèvre d'Haliburton, c'est pour toi Antoine Pimel, c'est pour toi Théo. Il avait l'air hypé. Il y avait d'ailleurs, un autre truc que je retiens de ce match, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de trash talking entre les deux équipes. Tu le voyais, ça se parlait beaucoup. Ça nous a permis de nous rappeler que James Johnson joue à Indiana. Alors il porte les maillots, tu vois, genre il porte les t-shirts. Mais je sais même pas s'il a le maillot sur lui d'ailleurs avant le début du match. Je pense non, mais pour de vrai, il a un short de Muay Thai en dessous. Il a pas un short de basket.
vrai truc, il s'échauffe en jogging avec un t-shirt manche longue. Si tu percutes pas, si t'es un peu loin, tu percutes pas forcément que c'est un joueur, tu vois. Il est vraiment, tu sens qu'il est au bout du banc. Et ouais, il y a eu pas mal d'échanges avec Chris Paul. Il y a évidemment eu le petit accrochage entre Castle et Mathurin, même si après, tu vois qu'ils se parlaient après. Ouais, ça va. Après le temps mort, ils se parlaient. C'était en mode, c'est tranquille, tu vois. Mais voilà, il y a eu un peu plus de petits accrochages sur ce deuxième match. Ouais, c'est marrant. Bah, alors moi, j'étais pas dans la salle. J'ai regardé le match sur League Pass, mais effectivement, c'était un petit peu les mêmes impressions que vous. D'une part, effectivement, dans le premier match, c'était Victor qui avait eu un énorme coup de chaud dans le troisième quart-temps, qui avait plié l'affaire. Là, c'était vraiment la réponse de Tyrese Haliburton. Effectivement, c'est marrant ce qu'on disait, la vérité d'un match qu'on disait après le premier match. Tu vois, pour moi, ça n'a pas forcément remis en question tout ce qu'on s'était dit dans notre débrief de vendredi dernier. Mais voilà, par contre, c'est ce que tu dis, c'est quand même une star NBA, un mec. Voilà, c'est une star. C'est déjà extraordinaire d'être une star NBA. Tout le monde n'est pas amené à être une superstar ou une première option, comme on en parlait. Mais ouais, c'est vraiment lui, effectivement, qui a plié le match. Et ce qui sautait aux yeux, effectivement, c'était quand même la défense d'Indiana dans ce match-là. Ils ne voulaient pas perdre ce deuxième match, quand même. Tu sentais qu'il y avait. La volonté, alors pas uniquement parce que c'était à Paris, mais je pense que le fait que ça soit contre la même équipe, par contre, ça joue. Et on voit bien ce qui se tisse dans des séries de playoffs. Tu te disais, Antoine, tu joues 2 matchs de suite. Il y a une équipe qui a éclaté l'autre la première. Derrière, il y a quand même l'ego, l'orgueil qui fait qu'on se réveille, qu'on ne veut pas se laisser marcher sur les pieds. Et c'est ce qui rend les séries de playoffs aussi passionnantes par la suite. Souvent, on dit, les anciens joueurs disent qu'au bout d'une série de playoffs, t'en peux plus en fait de voir les mêmes têtes des gars en face. Quelle que soit l'issue, tu veux juste arrêter de voir leur gueule. Et là, il y avait un petit peu de ça. Voilà, c'était gentil quand même. Même les échanges entre Chris Paul et James Johnson, c'était très détendu. Pour le coup, il y avait des gros plans sur les images américaines. Là, donc tu voyais que c'était très peaceful. Hein. Je pense que c'est une meilleure option. De toute façon, quand tu parles à James Johnson, c'est de rester plutôt sur le côté blague. Et même l'interaction, effectivement, entre Castle et Mathurin, dès le début, en fait, très justement, tu sentais qu'il n'y avait pas de volonté particulière d'en venir aux mains. Il y avait le côté juste, ouais, ça suffit, quoi. Yeah. J'allais juste rebondir sur le côté série de playoffs, pardon, Shai. Parce que justement, avant le deuxième match, même c'était juste après le premier, Chris Paul parlait justement du fait que, en fait, là, c'est un bon entraînement cette semaine pour les Spurs parce que c'est un contexte de playoff et les joueurs des Spurs, à part lui et Harrison Barnes, la plupart n'ont pas connu les playoffs et le fait de jouer 2 équipes de suite, voilà, il disait, c'est exactement le calendrier des playoffs, c'est tu joues un match, tu as un jour de repos, tu rejoues la même équipe et il nous rappelait que son équipe, justement, elle galère, San Antonio galère à gagner 2 matchs quand elle joue 2 fois la même équipe. Il nous prenait les exemples de Houston, de Memphis, je sais plus, il avait sorti 3-4 séries de matchs où récemment ils ont joué 2 fois la même équipe d'affilée et sur le fait qu'ils n'ont jamais gagné les 2. Et que c'était, voilà, il disait c'est encore un des défauts de cette jeune équipe, c'est qu'on a du mal à produire la même consistance quand on joue 2 fois le même adversaire. Et c'est ce qui s'est passé, il n'y a pas eu 2 fois le même contenu. Il y a eu la très bonne défense des Pacers, il y a aussi eu des Spurs particulièrement fatigués et nettement moins inspirés. Ouais. Moi, je voulais ressortir une perf qui est liée à la défense des Pacers, parce que Rick Carlisle en a parlé après, mais c'est vrai que Miles Turner ne paye pas de mine comme ça. Le match qu'il a fait, c'est quand même assez remarquable au niveau de... Alors, il ne s'est pas occupé tout seul de Victor Wembanyama, c'est pas lui qui a mis en échec Victor sur la deuxième période. Hein. Je crois qu'il met que 2 points, Victor, en deuxième mi-temps. Il rentre au vestiaire à 17. 3 points. Il a 17, ouais, 3 points. Voilà. Pareil, entre ce qu'on voit sur League Pass et ce qu'on voit en réel, je le trouve impressionnant, le moteur qu'il a et l'énergie qu'il a mise pour défendre, pour remonter le terrain. Enfin, je l'ai trouvé assez impressionnant. C'est pas un joueur qui me frappait par cet aspect-là de son jeu avant. Je l'ai trouvé vraiment bon. Et Carlisle, c'est le premier truc qu'il a dit quand il arrive en conf. Il a dit, vous avez vu le match de Miles Turner, vous le verrez pas sur le box score, mais c'est incroyable ce qu'il a fait. Et spontanément, les joueurs des Pacers qui sont présentés après en conf de presse aussi ont direct souligné son gros match. Il y avait Haliburton notamment. Et je rebondis aussi sur Haliburton, sur ce que vous disiez. Il a eu le comportement d'une star et je trouve qu'il, pour l'avoir du coup côtoyé, c'est peut-être un grand terme, mais pour l'avoir vu de près plusieurs fois et lui avoir posé des questions et tout, je trouve qu'il a aussi le charisme d'une star, mais pas une star au sens arrogance ou quoi, mais il est à l'aise, il répond très bien aux questions, il est détendu, souriant,
il est content d'être là et en même temps, c'est un ultra compétiteur et il est bien content d'avoir répondu un peu aux critiques récentes parce qu'il y a eu des questions sur est-ce que c'est toujours le même Haliburton. Il n'y a pas que nous. Nous, on s'est posé la question quel est son vrai niveau, quel est son vrai plafond et il était assez content d'y répondre. Je trouve qu'il a vraiment quand même du charisme, ce garçon-là. Ouais, c'est clair. Au-delà de son coup de chaud, là, il y a un moment, je sais plus à qui il fait une passe magnifique là sur une coupe vers le panier. Là, il trouve un angle de passe. C'est vraiment un joueur bourré de talent. Hein. De toute façon, ça c'est indubitable. C'est si marrant ce que tu soulignes, Shai, là, sur les choses qui marquent. Moi, une des choses qui m'a marqué, en fait, bêtement, hein, c'est bête, mais Harrison Barnes est un excellent joueur de basket. C'est stupide à dire comme ça, peut-être, mais franchement, c'est un joueur qui fait très peu d'erreurs. Qu'est-ce qu'il est sûr en fait dans le jeu. Il fait 2 très bons matchs là à Paris de suite. Ouais. Exactement. Et alors, je le disais, vous verrez sur Basket Session, on a fait un petit papier avec nos souvenirs de ces 2 matchs avec des petites anecdotes. Vous n'avez pas dû le voir, mais il y a un truc qui m'a fait mourir de rire. En fait, à la fin du premier carton du deuxième match, il y a Brian Windhorst, le journaliste d'ESPN, qui fait le micro bord de terrain, donc il parle à Harrison Barnes entre les 2 cartons. Et il commence par une petite blague du genre, ouais... je sais que tu as été voir des défilés de mode, visiblement, en début de semaine, ça n'a pas l'air de t'avoir trop perturbé. Et Harrison Barnes, il en a rien à foutre de la blague de Windhorst. Il répond concentré, du genre, ouais, on joue dur, il faut qu'on continue à jouer dur, on va continuer à jouer dur, un truc, un peu réponse lambda, bateau. Mais ça m'a beaucoup fait rire parce qu'en fait, ça correspondait avec l'image qu'il donne sur le terrain, où le gars, il est focus, il est pas là à sourire ou à faire des trucs comme ça. Il est vraiment concentré, il fait un très très bon match. Il y a d'autres joueurs comme ça qui m'ont... Voilà, il y a aussi... du côté des Pacers, il y a TJ McConnell qui est vraiment vraiment un joueur, je pense, dont l'allure reflète pas le talent, quoi, et le niveau. Et, il a fait son meilleur quart. Pareil, Carlisle, après le match, il a dit que McConnell avait fait son meilleur carton quasiment depuis le début de la saison. Et c'est vrai qu'il est un petit peu moins en vue que l'année dernière où il était vraiment leader du second unit et il faisait tout bien, extrêmement productif aussi, même au niveau des stats. Et là, il a fait un très très gros carton dans ce match-là. Et j'ajoute que Barnes, il est aussi, parce que c'est aussi ça l'avantage d'être là-bas, c'est de pouvoir un peu voir comment ils se comportent, comment ils répondent aux questions, comment ils sont en vrai, bêtement. Et Barnes aussi, il dégage une assurance tout en répondant bien aux questions. Là, il a un peu envoyé chier Windhorst parce que je pense qu'il n'avait pas envie de parler de ça pendant le match. Mais sinon, quand on lui a posé des questions ou que d'autres lui posaient des questions, il était très, très, réfléchi. Très réfléchi, très intéressant. Tu sens que c'est... Alors, il a quoi, 31, 32 ? C'est pas non plus... tu sens quand même... Alors, il y a Chris Paul dans l'effectif, mais tu sens qu'il est un peu au-dessus en termes de maturité, de vécu, par rapport aux autres qui sont un peu en détente. Il y en a qui découvrent quand même l'univers NBA. Barnes, tu sens qu'il a vécu des choses et qu'il a été dans des équipes qui comptent quand même. Oui, puis je finis, excuse-moi, juste, et de constance, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a rien de spécial qui est fait pour lui dans le jeu de San Antonio, quoi. Il n'y a pas de système particulier. En fait, il prend tout ce qu'il y a à prendre et il le fait avec une justesse. Et pardon, après je te laisse la parole, Antoine, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, la difficulté de San Antonio à gagner 2 matchs de suite face à un même adversaire, etc. Bah là, tu vois que c'est un mec qui a une expérience qui est bien au-delà de celle de ses jeunes coéquipiers. Ça se sent, ça se voit sur le terrain, quoi. Oui, il s'éparpille pas. En fait, c'est l'image que ça donne, mais surtout sur le terrain, en dehors, tu vois qu'il n'y a pas. C'est comme Chris Paul, ouais, moi aussi je suis d'accord avec toi, Shai, on sent vraiment l'image de vétéran. Et juste, j'allais ajouter que Harrison Barnes, c'est peut-être le meilleur. En fait, sur la semaine, sur l'ensemble de la semaine, c'était lui le meilleur joueur dans un sens. C'est lui qui a été le plus régulier. Si tu prends la somme des 2 matchs, parce qu'évidemment, Wembanyama fait quand même des stats sur le deuxième, mais en étant quand même moins impactant. Là, pour le coup, Harrison Barnes, en termes d'impact sur le cumul des 2 matchs, c'est peut-être lui le meilleur. Son début de match du deuxième, là, il n'y a que lui qui marque. Qui survit, ouais. Alors moi, de loin, comme ça, j'ai eu le sentiment aussi qu'il y avait de la fatigue pour le coup. C'est-à-dire que la fatigue que j'avais ressentie du côté des Pacers sur le premier match, où j'avais le sentiment qu'ils n'étaient pas tout à fait en jambes ou pas tout à fait concentrés, là, ils sont arrivés focus dès le début, vraiment défensivement, et même dans la détermination, quoi. Je trouve qu'il y avait une attitude qui n'était pas la même. Et la fatigue, j'ai le sentiment qu'elle se ressentait un peu plus du côté de San Antonio, du côté de Victor. C'est tout à fait logique, normal, vu les sollicitations, la pression. C'est aussi l'occasion de revoir des amis, de la famille. Enfin, tout ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais aussi de la part d'autres joueurs, notamment les joueurs de rotation. J'ai le sentiment qu'il y avait... il y avait pas cette capacité. Tu sais, par exemple, Antoine, je sais que tu avais beaucoup aimé le passage small ball des Spurs sur le premier match. Là, il n'a pas été efficace du tout parce qu'ils n'ont jamais réussi à développer l'activité, la vitesse et l'intensité qu'il y avait sur ce premier match.
Ouais, clairement. Bah, en fait, juste sur Victor, avant de parler des autres, je pense que Victor, je pense qu'il y avait énormément de fatigue dès le premier match. Par contre, il y a eu un espèce de, tu vois, des fois, tu es galvanisé et tu te surpasses même quand tu es claqué. Et par contre, tu vois, quand tu arrives à te surpasser en étant claqué, le moment où ça se termine, où la pression redescend, là, par contre, tu es vraiment à plat. Et je pense que après le match de jeudi, qui a dû être énorme en termes d'émotion pour Victor. Tu vois, tu sors le carton que tout le monde attendait. Donc, tu as répondu aux attentes. Tout le monde est content. Tout le monde est heureux. Il y a une espèce d'euphorie. Je pense qu'il y a eu un retour difficile qui a fait que c'était compliqué de remettre la machine en route. Et effectivement, l'énergie, par exemple, Trey Jones et Jeremy Sohan ont eu une très bonne rentrée dans le premier match. Tu vois, ça a créé quelque chose le moment où ils sont arrivés sur le terrain. Alors que là, sur le deuxième, pas du tout. Devin Vassell était plus du tout dedans. Je pense qu'il y avait pas mal de joueurs, effectivement, qui étaient très fatigués. Et il manquait l'activité dont tu parles, les courses, tout plein comme ça de petits détails qui, une fois accumulés, font que cette équipe tournait nettement moins bien. Pour Victor, tu as raison de préciser que c'était Enfin, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé, même si moi, on en avait déjà parlé, mais je m'attendais plutôt au contraire à ce qu'il arrive cramé au premier avec le décalage horaire et tout, et que ce soit compliqué, mais qu'il rebondisse au deuxième. Ça a été un peu l'inverse. Il n'a pas été catastrophique du tout dans le deuxième. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais c'est déjà difficile pour un joueur NBA d'être au centre de l'attention d'un événement comme ça, qui est un peu particulier dans une saison. Pour un joueur de 21 ans, qui a une personnalité, il faut le rappeler, Victor, à la base, sa parole, elle était plutôt rare avant qu'il aille en NBA. Il faisait exprès, avec sa famille, ses proches, ses agents, d'accorder peu d'interviews. Il en accorde d'ailleurs toujours peu, mais par la force des choses, en tant que franchise player, déjà, pendant la saison, il est obligé d'être disponible. Il est obligé de répondre aux questions. Et ce qu'il voulait avant d'arriver en NBA, c'est-à-dire que garder un côté frais et spontané, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Et ça s'est vu tout au long de la semaine. C'est-à-dire qu'on le sentait fatigué, pas agacé, pas désagréable, mais voilà, il n'avait pas envie de développer les réponses aux questions. En plus, il y avait souvent les mêmes questions, fort logiquement, pour certains médias généralistes notamment, qui lui demandaient, en gros, tu es content d'être en France, qu'est-ce que tu attends le plus, qu'est-ce que tu as préféré de ta semaine, ce qui est logique à demander, mais il a dû avoir ça de la part de médias français généralistes, de médias de basket, de médias étrangers. Enfin, c'est extrêmement... à chaque fois, je me dis que ça puise quand même pas mal dans les réserves physiques qui sont déjà en plein milieu d'une saison. Lui, il sort d'une saison où il a joué les Jeux Olympiques. Enfin, c'est pas pour dire, c'est des athlètes professionnels qui gagnent très bien leur vie, mais je maintiens que pour certaines personnalités en plus, c'est plus compliqué. Pour Victor, qui aime bien être un peu préservé du bruit extérieur et qui a été préservé tout au long de son début de carrière. Tu vois, par exemple, on a vu un Chris Paul. Je trouve Chris Paul, tout au long de la semaine, il était très sollicité. Il était toujours au point presse. Il était toujours, mais alors facile, quoi. Il était en détente. Je l'ai trouvé très serein, pas fatigué. Sur le terrain aussi, moi, j'avais jamais vu Chris Paul en live. Parce que l'année où j'étais à New York, le match où il jouait aux Clippers, il était blessé quand ils étaient venus à New York. Et c'est impressionnant quand même à 40 piges quasiment. Enfin, il est physiquement, même dans la fluidité de ses gestes, sa technique, son cerveau, tu le vois sur le terrain en fait. Et voilà, moi, il m'a aussi beaucoup impressionné. Mais ouais, tout ça pour dire que je comprends, que la fatigue de Victor est logique et c'est même impressionnant qu'il ait tenu le choc et qu'il ait réussi à faire ne serait-ce qu'un énorme match sur les deux. Ouais, parce que je me rends compte qu'on n'a même pas donné le score, mais j'imagine que vous le connaissez. Donc les Pacers qui ont gagné 136 à 98 sur le deuxième match. Je vous redonne quand même, pour donner un petit peu de contexte, les stats de Victor Wembanyama sur ce match. Il termine à 20 points, 7 sur 16 au tir, 2 sur 7 à 3 points, 12 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 1 contre. Là, je suis étonné qu'il n'y en ait qu'un seul qui soit comptabilisé, parce qu'il me semble qu'il y en a quand même plus qu'un. Dans le deuxième, j'aurais dit 1 aussi. C'est dans le premier où j'ai l'impression qu'ils lui en ont oublié. J'ai l'impression qu'il en manque un quand même, malgré au moins un, mais bon, peu importe. 4 balles perdues, donc effectivement, il a pas fait un mauvais match, en fait, Victor. Mais effectivement, il a moins pesé. Et ce que tu disais tout à l'heure, Antoine, sur sa deuxième mi-temps, ou ce que vous disiez tous les deux sur sa deuxième mi-temps, j'ai eu le sentiment aussi qu'il avait moins de ballons. Effectivement, c'est probablement en bonne partie dû au travail défensif d'Indiana, mais c'est aussi des axes qui sont intéressants à travailler. Et comme vous le disiez, c'est super intéressant, je pense, pour San Antonio d'avoir ces éléments dès maintenant pour pouvoir y réfléchir, parce que d'une manière ou d'une autre, si jamais San Antonio arrivait à participer aux playoffs, il y aura le plan de jeu, ça sera comment est-ce qu'on coupe Victor Wembanyama du ballon, comment est-ce qu'on diminue son impact. Donc il faut aussi que collectivement, ils trouvent des réponses à tout ça.
Et juste pour finir sur les aspects un petit peu tactiques, stratégiques, là on parlait un petit peu du small ball de San Antonio sur le premier match. Sur le deuxième match, en fait, j'ai trouvé vraiment intéressant les adaptations de Rick Carlisle qui a choisi de jouer grand et l'impact de Thomas Bryant, ouais. Ouais, Thomas Bryant. ouais, j'ai eu un doute sur le prénom. Thomas Bryant qui a été très bon sur un court temps de jeu. Et voilà, effectivement, sur ces passages-là, au-delà du fait que San Antonio n'a pas su développer de la vitesse, de l'agressivité en jouant petit, ils ont vraiment subi au niveau de la taille. Donc c'est assez cool aussi de voir ces petits ajustements, même sur des matchs de saison régulière. C'est des choses qui seront intéressantes pour San Antonio, je pense, pour la suite. Ouais, après c'est marrant parce qu'Indiana dans le premier match ça marchait bien les post-up. Ils avaient déjà un peu ce truc-là. Siakam, il a eu pas mal de post-up avant, de mismatch avec Stephen Castle, avec Chris Paul, avec Vassell, et ça a bien marché en première mi-temps. Et ils ont arrêté de le faire en deuxième. Même le moment où Mbanyama met tous ses contres, c'est même pas sur des post-up quoi. Ils ont juste lâché le truc et là ils l'ont repris dans le deuxième match. Ou pareil en début de match, Siakam il a des post-up mismatch, il les joue. Et Bryant effectivement qui rentre à chaque fois, notamment quand il y a le small ball des Spurs, il rentre face au remplaçant et qui est plus puissant, plus grand et à le toucher pour Bully, Sohan ou n'importe quel joueur des Spurs qui est placé sur lui. Mais oui, c'était effectivement bien vu de la part de Carlisle d'avoir appuyé un peu plus là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses avant qu'on parle peut-être plus globalement de la semaine, de cette semaine NBA à Paris, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont sauté aux yeux dans ce match, que ce soit sur les aspects terrain ou que ce soit les aspects en dehors, je ne sais pas, des choses que nous, peut-être, on n'aurait pas vues si on n'était pas dans la salle. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui vous parlent. Qu'est-ce qu'on peut retenir qui était... Ouais, c'est plus de l'extra. Enfin, dans les tribunes, c'est marrant parce que on n'a pas tous les mêmes impressions sur l'atmosphère, l'ambiance et tout ça, tu vois. Sur le premier match, on se disait avec Antoine, ça c'est pas mal, il y a pas mal de bruit quand même. Bon, certes, c'est très centré autour de Victor, mais l'atmosphère est plutôt cool et bruyante. Il y a pas mal de people et tout. Bon, et il y a plein de gens qui trouvaient que c'était faible au niveau sonore. Même Benjamin, on en avait parlé aussi dans le premier podcast qu'on avait fait. Et là, ça a fait l'inverse, c'est-à-dire que nous, on a trouvé que c'était un peu plus... faible, on va pas dire qu'il n'y avait pas de bruit, mais que c'était un tout petit peu plus calme que sur le premier match. Et le 3/4 des gens ont dit si là quand même ça y est, les gens se sont mis au truc et il y a de l'ambiance. Alors que j'ai trouvé que parfois c'était plus silencieux. Alors le scénario du match a fait que c'était plus calme en deuxième mi-temps. Mais bon, ça c'est de l'impression. Et je sais que beaucoup de gens derrière leur télé ont dit que sur les deux matchs il n'y avait pas de bruit. Donc bon, comme ça, au moins c'est. Et après sur les trucs qu'on peut noter, c'est plus un peu qui est le champion de l'applaudimètre, que ce soit sur les joueurs en activité, sur les légendes qui ont été présentées. Il y a quand même une cote d'amour assez incroyable pour Manu Ginobili. Il y a des raisons à ça, hein. C'est un joueur qui a marqué les Spurs, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait moins de bruit pour Ginobili que pour Parker, par exemple. Ou à peine plus pour Parker. Boris Dio aussi très très populaire, mais Ginobili, c'est fou comment les gens l'aiment et comment ils se souviennent de lui. Et même David Robinson, d'ailleurs, il a été ultra acclamé. Et j'ai trouvé ça, c'était quand même impressionnant parce que ça reste des joueurs étrangers d'une équipe. Tu vois, que les joueurs français soient acclamés, c'est pas surprenant que Ginobili. Bon, c'est un joueur fantastique. Antoine, je sais que c'est un de tes joueurs préférés aussi. Moi, je l'ai adoré, mais j'ai trouvé que ça, c'était très très bruyant les deux fois où il est monté sur le terrain. Non, c'est clair. Et pourtant, Parker, ils ont tenté d'en faire des trucs pour qu'il y ait des ovations. C'est lui qui a ramené à chaque fois la balle pour le tir du milieu de terrain. C'est lui qui est arrivé en dernier à chaque fois quand tu présentes les légendes, comme si tu faisais un peu monter la pression. Il a quand même été plus applaudi le samedi que le jeudi, Parker. Il y a eu moins de sifflets le samedi, je trouve. Il y a eu très léger les sifflets, il y en avait un peu plus jeudi. Et après, oui, Ginobili, tu as raison. Hein. Ginobili a été pas maître de l'applaudimètre, parce que je pense que le plus applaudi, c'est Boris Dio. Mais bon, ça, on pouvait s'en douter. Ça permet aussi de rappeler que Boris Dio est vu absolument comme une légende, et je pense que ça dépasse largement le cadre du basket. C'est vraiment sur la vie que décide de mener Boris Dio et la manière dont Boris Dio se comporte qui fait que Boris Dio est absolument adulé. Et ouais, tu as raison, Ginobili. Pour le côté applaudimètre, mais je crois que c'était dans le premier match, il y avait quand même un truc marrant, je l'avais déjà souligné qu'Odell Beckham Jr. C'était le premier match. Je confonds un peu les matchs. Sur ce match-là, moi, je partage comme Shai, je trouve qu'il y avait moins d'ambiance, je ne vais pas dire nettement moins, mais il y avait moins d'ambiance sur le match du samedi que celui du jeudi. Et ça s'explique aussi, je pense, par le rythme du match. Je ne sais pas si ça se voyait à la télé, mais en fait, même quand le match était serré par moments, vu que les Spurs revenaient,
il y avait quand même un espèce de faux rythme sur une partie de la rencontre. Il y avait moins d'énergie des joueurs, donc ça dégage moins d'énergie. Il y avait par moments les Pacers qui jouaient un peu tout seuls au final, qui étaient les seuls à vraiment mettre de l'énergie. Le match du jeudi au final était plus plaisant que celui du samedi. Voilà, si je peux me permettre, je vais tourner ça comme ça. Il y a eu 2 blowouts, mais il y en a un qui était plus agréable que l'autre, je trouve, à regarder. Ouais, je partage cet avis aussi. Juste sur le côté purement basket, ce qui m'a plu aussi vraiment du côté des Pacers, et c'est le match d'Andrew Nembhard qui a fait vraiment un super match, qui est au bord du triple-double, 15 points, 8 rebonds, 9 passes, et je trouve il était parmi ces joueurs des Pacers qui ont tout de suite mis de l'intensité, de la dureté. Je me demande si c'est pas lui qui met le premier panier même du match ou quelque chose comme ça. En tout cas, je l'ai trouvé, c'était vraiment une belle pioche du côté des Pacers. Il a été prolongé l'été dernier, si je ne me trompe pas. C'est vraiment un très bon move. Ouais, il a été excellent en playoff, et même avant, quand Haliburton était blessé ou diminué, il a été très très bon. Donc ils ont bien fait de le prolonger, c'est un super joueur. Ouais, je pense qu'on n'a même pas forcément tout vu encore de ce qu'il est capable de faire sur un terrain. C'est une des choses aussi qui m'ont marqué sur ces 2 matchs de suite à Paris. Plus globalement, parce que on l'a dit, donc il y a eu les matchs bien sûr, mais il y a eu aussi des entraînements auxquels vous avez pu assister parfois. Il y a eu des conférences de presse diverses et variées. Quelles sont les choses qui vous ont... Alors première chose, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent parmi toutes ces choses-là? Et même d'un point de vue médiatique, est-ce qu'il y a... je sais pas, des gens que vous avez croisés, que vous étiez étonné de croiser, est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait beaucoup de présence médiatique tout autour de cette semaine à Paris? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Je me permets 2 secondes de rajouter un truc sur le terrain avant que j'oublie. On a vu Stephen Castle dunker à l'échauffement. Il est impressionnant. C'est très solide. C'est-à-dire qu'en match, il a mis son poster, mais à l'échauffement, c'est très solide. On soupçonne fortement d'avoir vu un des dunks du concours de dunk. Ouais. Il a fait un seul où il allait d'abord taper la planche avant d'aller dunker. Je me souviens plus je sais plus s'il fait quel est le move exact qu'il fait. Il réceptionne la balle, je crois. Il fait pas genre. J'ai l'impression qu'il faisait il tournait et qu'après il touchait la planche. Je me souviens plus. Je crois qu'il y a un mec qui lui fait taper la balle sur le sol, qui la récupère. Peut-être il fait un rider, je sais plus. Mais il tape la planche, il dunk. Mais assez impressionnant. En tout cas, je me souviens plus du move exact, effectivement. Mais c'était assez impressionnant. Et ses coéquipiers avaient l'air vraiment persuadé que c'était lui qui allait gagner le concours de dunk. Vassell Il nous a dit non, mais c'est pour lui, je vous le dis, c'est lui qui va le gagner. Ouais, genre c'était pas juste c'est mon pote, c'était vraiment en mode non mais cherche pas, il va gagner. Le dunk qu'il a mis pendant le match là, sur Ben Sheppard, si je me trompe pas, est quand même impressionnant parce qu'en fait, il est quand même, il le conteste tout du long de la montée de balle. En gros, mais je pensais pas qu'il monterait aussi haut sur le dunk, quoi. J'avoue que j'ai été bluffé par ce dunk aussi pendant le match. D'ailleurs, en parlant de Sheppard, je pensais pas que ce serait le meilleur Sheppard en NBA cette année. Voilà, petite parenthèse déception de draft. Rick Sheppard. Parmi mes questions que j'avais préparées, je voulais vous demander ce qui était le plus dégueulasse à voir en vrai entre la coupe de Sohan et la moustache de Ben Sheppard. La moustache de Sheppard. Waouh, c'est dur. On dirait les 2 Sheppard sont moustachus d'ailleurs au passage. C'est vrai. De quoi? Les 2 Sheppard sont moustachus. Absolument. Mais je sais pas auquel des deux ça va le moins bien. Mais Ben Sheppard, on dirait qu'il a 37, 38 ans. C'est très très bizarre. Celui des Rockets, j'aime bien avec sa moustache. J'ai l'impression qu'il sort d'un épisode de True Detective. Là, ça me plaît bien. J'avoue, c'est vrai. La reconversion est toute trouvée du coup. Et pour revenir à ta question, Théo, sur médiatiquement, il y avait évidemment encore plus de monde que les autres années où c'était en one shot les autres années, il y avait qu'un seul match, donc il y avait quand même du monde déjà les autres années. Là, il y avait vraiment tous les pays, je sais pas combien il y avait d'accréditation, il faudrait qu'on se renseigne et combien de journalistes étaient accrédités. Puis il y avait aussi des non-journalistes, mais soit influenceurs, soit métiers connexes. Et c'était la salle de presse, fallait pas arriver à la bourre pour manger un truc, quoi. C'était vraiment, vraiment très, très blindé. Ça nous a fait marrer de voir Brian Winders les 2 fois quand même, parce qu'on a nos private jokes entre nous. Avec le même comme ça, on a hésité à l'interpeller, à aller faire une blague et tout, mais bon, non. Benjamin le connaît un peu maintenant, c'est son gars, donc on s'est dit on va pas le griller. Qu'est-ce qu'il y avait au niveau médiatique? Oui, je reviens sur le côté, là pour le coup, sur le côté cirque et difficulté à assurer pour Victor, parce que nous, il y a ce qu'on a vu, c'est-à-dire des disponibilités médias. Je sais pas combien de minutes ou d'heures après leur atterrissage, il était déjà à Nanterre en train de répondre à des questions et de s'entraîner.
Mais après, il y a des trucs, des entretiens qu'il avait programmés avec certains médias, des disponibilités où il a dû aller inaugurer des terrains, être au Parc des Princes, aller, je sais pas, puis voir des proches quand même. Enfin, il devait être disponible. Je sais pas combien de temps il a dormi sur le. Enfin, voilà. C'est son métier, je suis d'accord, donc je le plains pas, mais je trouve quand même ça impressionnant et que c'est une composante dont on parle pas. Et il y a une certaine fatigue mentale qui peut s'accumuler. Médiatiquement, il y a 2-3 trucs moi qui m'ont. Juste un truc où j'étais un tout petit peu déçu, mais c'est très personnel. Je suis allé à l'événement Her Time to Play, où il y avait déjà eu l'année dernière, il y avait Sabrina Ionescu qui était venue avec des internationales françaises qui étaient là, c'était cool. Les jeunes filles étaient super contentes, elles ont fait un clinique avec, elles ont pu discuter, prendre des photos. Là, malheureusement, il n'y a pas de joueuse, que ce soit française ou américaine, qui est venue. C'était intéressant, pour moi, de mon point de vue, parce que j'ai discuté avec, il y avait la présidente des Pacers et du Fever, il y avait une membre du front office des Spurs, donc c'est intéressant pour des adultes, mais pour des gamines entre 10 et 14 ans, j'aurais trouvé ça bien de faire venir des internationales françaises. L'année dernière, il y avait Isabelle Fijalkowski, Diandra Tchatchouang, c'était top. Là, ça a été un peu délaissé, je trouve, ce côté-là. Il y a eu certainement des animations à côté auxquelles les médias n'étaient pas conviés, mais je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est l'occasion. Il y avait 2 matchs en plus toute une semaine. Tu pouvais mettre des gens qui ne sont pas acteurs directs du match, mais qui sont liés à la NBA, à l'équipe de France. Emmener voir les gamins, il faut que ce soit un peu la fête du basket dans son ensemble. Ça a été moins le cas, je trouve. Au-delà même de tout ce qui a été dit sur le fait que c'était impossible d'avoir une place à bon prix ou autre, je trouve que voilà, moi, c'est parce que c'est un truc auquel je suis allé. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Surtout qu'il y avait. Ouais, t'allais dire la même chose que moi, j'imagine qu'il y avait quand même Cameron Brinks et Candace Parker qui étaient présentes en fait. Alors, il y a A'ja Wilson aussi. Il y avait A'ja Wilson aussi, ouais. Donc A'ja Wilson, méga superstar actuelle. Donc après, je sais pas, peut-être qu'il y a eu des discussions et qu'elle n'a pas voulu être dispo pour tel ou tel truc, mais bon, elle a été montrée au deuxième match vite fait. Les 3/4 des gens savaient pas qui c'était ou n'avaient pas envie de l'applaudir, j'en sais rien. Candace Parker, bon ça, j'ai déjà crié mon indignation. Elle était quasiment courtside et elle n'a pas été présentée soit sur l'écran géant, soit parmi les légendes présentes dans la salle. Cameron Brink n'est pas encore énormément connu du grand public, mais typiquement, ça va être une superstar de la ligue. Tu peux essayer de te débrouiller pour l'emmener sur un événement ou pour la présenter ou faire des dispos médias. Je sais pas, c'est de la petite frustration personnelle sur le côté women. Sabrina Ionescu était là aussi, mais pareil, elle était peut-être plus là pour Nike ou pour Tissot. Pour Tissot, Ionescu. Pour Tissot. J'ai pas trouvé, il n'y a pas une énorme présence féminine à cet événement. Voilà. Il y avait moins de célébrités que l'an dernier. Enfin, de me présenter, je pense. Je ne sais pas si c'était juste qu'il y avait moins de personnes présentes au match. Je sais que tout le monde n'a pas été présenté. Cyril Gane n'a pas été présenté, Mister V, etc. Peut-être que la NBA s'est dit, bon, il y a moins besoin d'appuyer là-dessus. Mais c'est vrai que l'an dernier, il y a Ronaldo pour un Nets Cavaliers, quoi. Ronaldo, Beckham on a juste Ronaldo et Beckham qui étaient là, ouais. C'est ça. Ouais, au minimum, il y avait d'autres. Ouais, bon, là, c'est étonnant. Ouais, sinon, donc ça c'était pour l'aspect média, et sinon, si vous deviez garder peut-être une image en tête de quelque chose que vous avez vu durant cette semaine, est-ce qu'il y en a une en particulier? Parce que le coup de chaud, par exemple, de Victor du premier match, c'est quelque chose que donc, vous allez garder en tête longtemps. Alors, je dis celui-ci parce que moi je l'ai trouvé impressionnant et je n'étais pas dans la salle. Je ne sais pas si vous, il y a autre chose vraiment qui vous a marqué précisément. Une action en particulier, c'est pas simple. Hein. C'est comme pour le premier podcast. Je sais pas s'il y a une action. Ouais, le coup de chaud d'Haliburton, c'est clair parce que c'est une réponse. Voilà, on l'a vu vraiment chaud. Et Victor, c'est un ensemble. Hein, je le redis encore, c'est hallucinant à voir en vrai. Et dans un contexte de match NBA, parce que je l'avais vu avec les Bleus contre le Canada. C'était pas son meilleur match d'ailleurs, hein, mais c'est tellement fou à voir en vrai que parfois quand tu as vu un paquet de matchs NBA, tu te dis mais comment c'est possible ce qu'on est en train de voir en fait. Et ouais, c'est plutôt cette impression d'ensemble qui m'a marqué. Après, il a mis un ou deux dunks assez costauds qui sont là aussi assez irréels. Non, je dirais pas qu'il y a un truc en particulier. Je sais qu'il y avait pas mal de gens qui ont bien aimé la Marseillaise chanter lors du deuxième match. Après, ça dépend des gens, je pense, mais oui, c'était plutôt impressionnant aussi. Victor dans son ensemble, bien sûr, les deux coups de chaud, celui de Victor. Le troisième carton des Spurs, en fait, de manière globale du Game 1 était assez impressionnant. Et Victor, oui, la espèce de séquence là avec les 3-4 comptes de suite. Enfin, le quatrième, c'est un goaltending, mais c'était vraiment impressionnant. Et moi, il y a un truc, alors ça m'a marqué parce que j'aimerais savoir ce qui s'est passé.
c'est la fameuse histoire du bus. Je sais que là, très peu de gens vont comprendre de quoi je parle, mais il faut savoir qu'il y a quand même Rick Carlisle qui est venu en conférence de presse. Avant de prendre n'importe quelle question, il a dit non, mais il faut que je vous raconte un truc. Le chauffeur de bus et la police française, c'est un truc de ouf. Franchement, respect à eux. Il n'a pas arrêté de nous dire, et il a quand même passé du temps à nous expliquer, à nous expliquer sans nous raconter vraiment exactement ce qui s'est passé, que apparemment le bus, c'est un truc de ouf. Donc ils ont un conducteur de bus qui leur a été affecté, c'était un truc de ouf. Il devait se tenir comme ça. Enfin bref, qu'il y a vraiment eu des trucs de malade. Les joueurs nous ont confirmé que c'était un truc de ouf, mais sans nous dire exactement quoi. Et ben maintenant, moi j'aimerais des images en fait. Soit un livre, en fait je veux deux trucs. Soit un livre, un article, pas vraiment un livre, mais un grand article oral history de ce qui s'est passé dans ce bus. Soit je veux des images parce que je vous jure, les mecs nous ont vendu le truc genre c'est le truc de la semaine quoi. Genre Rick Carlisle, tu sentais que c'était son truc de la semaine, c'est le bus, c'était vraiment un truc de ouf. C'était peut-être Benalla qui conduisait comme pour le bus des Bleus. Non mais apparemment, il a dit that was some offensive driving. Genre wow. Ouais, exactement. Alain Prost ou Jean Alési, je sais pas, qui pilotait, mais alors visiblement c'est parce qu'il y avait quand même de la foule qui essayait de voir, d'avoir une interaction avec les joueurs dessus, mais ils ont bien dû bourriner. Et ouais, il était impressionné par les policiers français sur leur capacité à. Enfin, il a dit qu'ils étaient stubborn, quand même qu'ils étaient têtus. Ils n'ont pas dû laisser approcher les gens. Bon, ça, nous, on a été moins surpris peut-être, mais bon, là. Ouais, après, c'est vrai que conduire dans Paris, c'est pas tout à fait la même que conduire, j'imagine, dans les rues d'Indianapolis. Donc, déjà, il y a des ronds-points et tout. Donc, pour les Américains ou qui sont habitués à conduire, c'est déjà particulier. Ils connaissent la conduite rapide à Indianapolis, quand même, normalement. Oui, c'est vrai. Mais sur circuit, pas dans la. Non, mais si jamais vous avez les images d'un bus qui roule sur le trottoir rue Montorgueil ou des trucs comme ça, envoyez-les, on les diffusera. Ça m'intrigue. Ouais, j'ajoute un truc qui a été cool dans la semaine quand même. C'est qu'on a quand même eu des interactions avec des gens. On a signé des MOOC. On a dit des gens qui sont venus nous voir pour nous dire que c'était top ce qu'on faisait. Enfin, ouais, ça fait toujours plaisir. C'est flatteur et c'est super sympa. Donc tous les gens qu'on a pu croiser, avec lesquels on a discuté, voilà. Merci d'être venus nous parler. N'hésitez jamais si on se croise dans la rue. Alors il y avait le truc improbable l'année dernière dans un Franprix à Marseille. Je suis pas sûr que ça se reproduise tout le temps, mais si vous croisez Antoine à Munich, Théo en région parisienne, moi-même, Pierre Armand, n'hésitez pas. Et dédicace encore une fois à la personne dont le fils avait fait une petite pancarte avec pour les Spurs avec la cover de notre MOOC numéro 14 spécial San Antonio là, qui est passé sur le grand écran à Bercy. Voilà, on leur fait un petit clin d'œil, c'est vraiment sympathique ce genre d'initiative. Voilà, c'était effectivement une semaine riche. Maintenant ça va être retour à la réalité aussi pour quelque part pour ces deux équipes, parce que je pense que c'est comme une parenthèse un peu particulière. C'est vrai que la France et Paris sont quand même des destinations qui sont prisées qui ont plutôt bonne réputation aux États-Unis, notamment parmi les joueurs NBA. Donc je pense qu'ils ont dû profiter à plein de Paris. Maintenant, il faut retourner dans un petit peu le grind du quotidien en NBA. Ça va être intéressant aussi de voir ce que San Antonio va faire, parce qu'on en avait parlé avant le premier match. Ils étaient sur une série de 3 défaites. Là, ils en ont quand même pris 1 sur les 2. C'est maintenant, quelque part, enfin, il va bientôt y avoir le break du All-Star Game, mais c'est là que leur saison va se définir en fait maintenant sur cette deuxième partie d'exercice. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher, accrocher le play-in, voir les playoffs? C'est intéressant. Du côté d'Indiana aussi, je pense que on a parlé rapidement, mais ils avaient quand même mal débuté la saison. Ça va de mieux en mieux. Sur ce deuxième match, on a vu quand même la différence entre une équipe expérimentée qui a déjà été loin en play-off, ce dont vous parliez tous les deux, qui sait s'adapter, qui sait trouver les ressources, et pas simplement les ressources psychologiques, mais aussi les ressources dans le jeu pour pouvoir se défaire d'une équipe comme les Spurs. Comment est-ce que vous sentez la suite pour ces deux équipes? Pour San Antonio, ça va pas être simple quand même, je pense, d'accrocher le play-in. Ils sont que à 2 victoires de Sacramento, mais Sacramento a quand même trouvé une dynamique. On l'avait dit, le plus important, depuis le début de saison, on dit que le plus important, c'est pas tellement de jouer le play-in, c'est de montrer qu'il y a des progrès. Ça, on le voit. Je veux dire, le premier match était hyper impressionnant dans ce sens-là. C'est exactement comme ça que les Spurs veulent jouer à l'avenir, un jeu très collectif avec une superstar au milieu. J'ai l'impression que ce sera peut-être pas pour cette saison. J'espère me tromper, parce que c'est toujours bien d'avoir un peu d'expérience au play-in. Je pense que la deuxième partie de saison va être quand même compliquée pour décrocher le play-in et pour
pour Indiana, si moi j'ai été assez rassuré par ce que j'ai vu. Il y a l'accident défensif du premier match, mais sinon ils ont remontré le visage qu'ils montraient ces dernières semaines ensuite. Et à mon avis, ça finira top 5. Je vois pas de. Je vois vraiment cette équipe retrouver. C'est une équipe qui se connaît bien et qui, quand Siakam, quand Haliburton sont bien, et ils étaient bien là sur le deuxième match, c'est une équipe top 5 de l'Est, et je pense que ce sera encore le cas cette année. Ouais, je pense que cette semaine, quelque part, elle peut créer un déclic chez les deux groupes et souder quelque part ces deux groupes. Alors, les Pacers, il y a aussi une impression qui se dégage justement de la semaine, de les avoir vus de près, et notamment l'entraînement, c'est qu'il y a l'air d'avoir une super ambiance au sein du groupe. Et je pense que ça aide parce qu'il y a des bons joueurs dans cette équipe, mais ce n'est pas l'effectif le plus impressionnant sur le papier. Juste, par contre, il est quand même assez profond. Tu vois, il y a un bon banc. Mais tu te dis, tu regardes l'équipe, tu te dis pas, ouais, c'est à coup sûr une équipe qui est dans le top 4 de sa conférence ou dans le top 5 de sa conférence. Et je pense que l'entente dans ce groupe aide beaucoup parce que c'est mine de rien une équipe qui se base vachement sur son collectif, à la fois défensivement et offensivement. C'est ce qu'on disait un peu vendredi, tu vois, il n'y a pas de mec qui crée énormément de différence. Bien sûr qu'Haliburton peut avoir un coup de chaud, Siakam reste une star, Nembhard sait créer son tir, etc. Mathurin aussi, mais c'est une équipe qui mise vachement sur son collectif et du coup c'est important que tout le monde s'entende bien et j'ai l'impression que vraiment ça s'entend bien. Et là tu as une semaine vraiment tous ensemble, tu passes plus, là je pense qu'ils ont passé, tu vois, au final, c'est comme quand ils font un road trip. Normalement, ces gars-là, ils ne s'entraînent pas des masses ensemble, tu vois. Donc, pendant l'année, ils se voient pour les matchs, en fait. Ils se voient pour les matchs et quand il y a un road trip à l'extérieur, là, ça fait partie quand même une semaine tous ensemble dans une autre ville, un autre pays. Je pense que ça pèse. Je pense que ça peut aussi aider les Spurs, pour le coup, évidemment, à se souder. Tu as quand même passé du temps avec Victor. Gros big up. J'ai compris que Victor connaissait ses classiques. Il les a emmenés au 129. Pour ceux qui ne savent pas, il y en a deux. Il y en a un à Nanterre, un à Saint-Denis. Voilà, je fais de la pub, le 129. La prochaine fois, merci. Je veux bien un petit sandwich gratuit. Mais sincèrement, meilleur chicken d'Île-de-France. Donc, Victor a du goût. Mais tu vois, c'est des petits détails. Il leur montre un peu son univers à ses coéquipiers. D'ailleurs, ça donnait aussi l'impression qu'il y a un bon groupe à San Antonio. Je pense que ça peut les aider à se souder. Par contre, effectivement, je ne les vois pas jouer le play-in. À voir, mais effectivement, il y a peut-être la conférence Ouest, c'est peut-être encore un peu compliqué. Alors qu'il n'y a pas longtemps, j'étais en train de me dire ah ouais, non, franchement, ça joue très bien, ils peuvent accrocher les playoffs, le play-in, pardon. Là, à voir. Sacramento s'est réveillé, je ne sais pas trop. Je me dis que Golden State va faire un move. Par contre, à l'Est, effectivement, Indiana, comme toi, Shai, top 5, et ça me plairait beaucoup. Parce que qui est quatrième, ça serait Milwaukee. Il y aurait une belle petite revanche. Et après, les Bucks évitent les Celtics au second tour. Et potentiellement, je vais enfin avoir mon Milwaukee-Boston en finale de conférence. Non, et blague à part, par contre, truc plus sérieux que je voulais... c'était le dernier match à Paris. A priori, enfin le dernier. Pardon, pas le dernier match. C'est sans doute, il n'y aura pas à Paris l'an prochain, en fait, de match NBA. C'est plus ou moins déjà ce qu'on nous a fait comprendre. Je sais que ça... Je ne sais pas s'il y a vraiment eu des news qui sont sorties sur le sujet. De toute façon, c'est à mon avis difficile de passer après ça. Il y a eu 2 matchs, il y a eu Victor Wembanyama. Je pense que l'idée, c'est de faire une pause. Donc, a priori, voilà, on verra. Ce n'est pas une source sûre, c'est encore un peu flou, mais il n'y aura pas de match à Paris l'an prochain. On se dirige plutôt vers un retour à Londres ou un retour en Allemagne. Mais normalement, il n'y aura peut-être pas de match NBA à Paris l'an prochain. Ouais, c'est un peu flou parce que d'un côté, Silver dit ce sera peut-être pas l'année prochaine, mais c'est pas le dernier match à Paris. Donc, en gros, oui, mais en même temps, tu as Victor qui dit si vous voulez qu'il y ait encore des matchs à Paris, faites du bruit et tout, et on va les convaincre, machin. Donc, je pense qu'il y a. Je pense pas que c'était le dernier. Par contre, il y aura, a priori, il y aura sans doute une pause parce qu'ils doivent explorer d'autres marchés. La France, c'est conquis, archi conquis, il n'y a pas de problème. Ils vont essayer de récompenser peut-être. Ouais, tu parlais de l'Allemagne. Moi, je pense que ça va. On en a, je ne sais plus, on en a déjà discuté aussi dans le précédent podcast, mais il y avait l'idée d'une espèce de tournée sur 2-3 semaines avec plusieurs équipes sur des spots particuliers. Peut-être Yanis avec les Bucks en Grèce, Wagner avec Orlando en Allemagne, Luka avec les Mavs à Madrid plutôt qu'en Slovénie, même ça reste à voir. Mais ça, c'est une idée qui traîne aussi, mais c'est possible qu'il n'y ait pas de match à Paris l'année prochaine. Ouais. Est-ce que je vous ai évoqué ma théorie sur cette idée ou pas dans un CQFR? Pas que je... Conspiracy Antoine. Voilà, je mets mon chapeau de clairvoyante Antoine. Non, en fait, on a quand même aussi beaucoup entendu parler de cette Ligue NBA en Europe. Il y a eu plein de questions sur Adam Silver là-dessus. On comprend
qu'il y a un truc qui est en train de se développer. On comprend que c'est plus ou moins quelque chose qui est amené sans doute à remplacer l'Euroleague. Bon, il y a encore... Là où on en est aujourd'hui, on sait que la NBA, elle discute avec la FIBA pour créer sa ligue. On sait que la NBA, elle veut attirer les plus grands clubs, mais aussi les plus gros marchés. Donc la NBA, elle veut une ligue où, a priori, on respecterait l'écosystème européen, c'est-à-dire il y a toujours les équipes qui sont dans leur championnat national, il y a toujours des règles FIBA, il y a juste une ligue au-dessus. Grosso modo, il y a l'Euroleague. Grosso modo, c'est l'Euroleague, on est d'accord. Oui. Et la NBA discute avec le Real, a priori discute avec le Pana. Le Paris Basket est intéressé et la NBA veut faire de Paris un gros marché au sein de sa nouvelle ligue. L'Asvel de Tony Parker est intéressé. Je pense qu'une fois que les plus grands clubs auront décidé de rejoindre éventuellement cette ligue NBA, on peut penser que d'autres clubs Euroleague vont suivre et qu'effectivement l'Euroleague sera invité de force à la table de négociation ou disparaîtra. Là, c'est une théorie. Encore une fois, on est sur de la théorie. Je ne sais pas des faits. Les faits, c'est que la NBA discute avec la FIBA, veut créer une ligue et veut les plus grands marchés. Elle veut Londres, c'est un grand marché. Elle veut Milan. Peut-être un marché au Moyen-Orient. Ce n'est pas à exclure que c'est dans cette Ligue européenne, il y ait une équipe ou deux du Moyen-Orient. Et à ce moment-là, cette Ligue qui pourrait se créer en 2026 justement ou en 2027, moi, ça ne m'étonnerait pas que cette tournée européenne dont on parle, ça soit justement, on a toujours les fameux débats. Alors, c'est qui le plus fort entre l'Euroleague et la NBA? Mais aujourd'hui, si ce n'est pas géré par la même entité, c'est déjà pas facile d'organiser ces matchs-là. Mais si là maintenant, tu as deux ligues qui sont gérées par la même entité, tu peux te permettre, à un moment dans la saison, imaginons à la place de la NBA Cup, va savoir, et on sait que c'est très inspiré par le foot. Dans le foot, il y a la Coupe du Monde des clubs. Là, tu peux faire l'espèce de Coupe du Monde des clubs qui sont gérés par des ligues NBA. Donc, il y a la Basketball Africa League, il y aurait la Ligue européenne, il y aurait la NBA, et va savoir peut-être qu'effectivement, pendant une semaine, tu as une espèce de tournée où tu as plusieurs équipes qui viennent jouer en Europe. Alors, à voir, c'est une théorie, je ne sais pas exactement comment ça va se dérouler, mais je pense que cette histoire de tournée européenne sera beaucoup plus facile à mettre en place, quel que soit son format, que ce soit avant la saison, pendant la saison, etc. Une fois que la NBA aura aussi sa ligue en Europe, sachant qu'elle a déjà une ligue en Afrique et une ligue évidemment aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord. À voir comment ça se goupille ces trucs-là. Ouais, ça fait pas mal de dossiers à suivre de près. Voilà, nous, on va refermer là ce podcast. Sachez aussi que donc on est le 27 janvier. Hier, c'était l'anniversaire de la disparition de Kobe Bryant, de sa fille Gigi et de tous ceux qui étaient à bord de l'hélicoptère en question. On a choisi de pas en parler dans cet épisode, mais dans la journée, on vous prépare quelque chose d'autre pour en hommage à Kobe. Restez à l'écoute de nos réseaux ou sur nos canaux habituels. On vous souhaite en tout cas un excellent début de semaine et on vous dit à demain. Rendez-vous dès demain pour retrouver un rythme un petit peu plus classique avec nos CQFR quotidiens. Passez une excellente journée et à demain. Ciao. Ciao, à demain. Ciao. The game is out there and it's either play or get played.